Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Jade Leboeuf est créatrice de contenu, influenceuse, chef d'entreprise et jeune maman d'un petit garçon. C'est aussi la fille de Franck Leboeuf, champion du monde de football en 1998. Et ce qui est drôle, c'est qu'en proposant à Jade de passer dans le podcast, je n'avais même pas fait le lien. Durant cet échange avec la pétillante Jade, nous parlons évidemment de son enfance puisque ce n'est pas commun d'avoir un papa connu du grand public et en plus qui a un métier pas comme les autres. Jade a parcouru le monde grâce au métier de son papa et a vécu 12 ans à Los Angeles. Elle est ensuite partie vivre à Paris, elle est tombée enceinte et a décidé de quitter définitivement la capitale pour le Luxembourg. Lorsqu'elle vivait à Los Angeles, elle se fait repérer et commence une petite carrière dans le mannequinat en parallèle de ses études. Elle partagera d'ailleurs avec nous son expérience dans ce monde aussi attirant qu'effrayant. Jade tente aussi de devenir sophrologue, mais la pratique étant peu connue à l'époque, elle laisse tomber. En 2016, son Instagram explose. Elle décide de lancer son blog. Et sa vie a complètement changé puisqu'elle est maintenant à son compte, elle gère sa vie, son planning comme elle le souhaite. Durant cet échange, Jade se livre également en toute transparence sur sa grossesse et son accouchement en pleine période de Covid. Un accouchement qui aurait pu très mal tourner et pour lequel elle nous donnera tous les détails. Et pour finir, Jade nous ouvre les portes de son entreprise Hyde Pizza, un magnifique food truck qui propose une vraie expérience à la napolitaine. À la base, Hyde Pizza aurait dû être un restaurant, mais elle nous dévoilera pourquoi ce projet s'est transformé en food truck. Ayant un papa célèbre, Jade a tout de même su se démarquer, trouver sa propre voie et faire sa place en créant son propre univers. Salut Jade! Salut! Eh bien écoute, je te le disais tout à l'heure, mais merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je me doute que tu es hyper occupée dans ta petite vie, alors merci. Merci à toi, je suis ravie de faire partie de ce podcast. Cool. Bon Jade, j'ai plein de questions pour toi et la première question que je pose, c'est vraiment un petit rituel, c'est est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas en quelques mots? Bien sûr, alors je m'appelle Jade Leboeuf, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, donc influenceuse, c'est le mot qu'on entend le plus. À la base, je suis aussi mannequin et je suis maman d'un petit garçon de 1 an et demi. Exactement, et on va parler de tout ça. Alors on va revenir un petit peu, en arrière dans ta vie Jade, pour comprendre un petit peu qui tu es, quels sont les choix que tu as faits, dans le passé, notamment au niveau de tes études. Mais on va essayer de revenir, de comprendre qui est Jade aujourd'hui, mais qui est-ce qu'elle était avant, qui était la jeune fille, Jade, il y a quelques années en arrière. Donc est-ce que tu voudrais revenir un petit peu en arrière et à quel niveau est-ce que tu voudrais commencer? Oh là là, au tout début. C'est toi qui décides. Ouais, écoute, déjà, je peux commencer par ma vie, enfin mon enfance, parce que mon enfance prend une grande partie dans la personne que je suis aujourd'hui. J'ai énormément voyagé dans mon enfance par le travail de mon papa, qui m'a fait découvrir le monde, qui m'a appris à parler anglais à un très jeune âge. Qui m'a permis du coup de parler anglais couramment aujourd'hui et du coup de parler anglais à mon fils pour lui apprendre cette langue qui à mon avis est très importante. C'est clair. Voilà, et en fait toute mon enfance m'a amenée à mes choix en tant que jeune adulte qui m'ont amenée à qui je suis et ce que je suis aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, donc, pour qu'on comprenne un petit peu, parce que si, comme moi, vous n'avez pas compris qui est Jade Leboeuf, je ne l'avais pas compris. Donc moi, je suis Jade sur les réseaux depuis un petit moment, tout simplement parce que ton contenu m'inspire, je sais pas, ce que tu dégages m'inspire. En plus, tu es maman d'un petit Merci. bout, comme je te disais, donc ça me parle. Ouais. Et donc j'ai découvert que c'était, la fille de Franck Leboeuf, qui est quand même un footballeur hyper connu, puisqu'il a fait les championnats du monde en 1998. Donc c'est pour ça que tu parles de ton enfance, j'imagine, tu as voyagé
découvriez, ton papa, il avait un métier un peu spécial. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait du coup d'être, la petite fille, d'un papa, hyper connu et qui a un métier, pas comme les autres? Bah, écoute, franchement, quand j'étais petite, je m'en rendais pas compte. Tout ce que je savais, c'est que mon papa, il faisait pas comme tous les papas de mes copines, qu'il est connu du grand public et que voilà, il fait des choses qui enjaillent beaucoup de monde. Pour moi, ça a été super sympa parce que du coup, ça m'a permis de beaucoup voyager dès qu'il était muté, qu'il changeait de d'équipe. Bah, du coup, on bougeait avec lui, avec mon petit frère et ma maman. Donc c'était vraiment très très cool. Après c'est vrai qu'il y avait des points un peu plus négatifs où bah déconfortés, il y avait toujours une foule de personnes qui voulaient des photos, un autographe, discuter avec lui. Donc on n'avait jamais notre papa à nous tout seul quand on se baladait dans la rue. Donc ça c'était un petit peu moins sympathique, surtout quand on est très jeune, très petit. Mais après forcément il y a beaucoup d'avantages et pour moi ça a surtout été de découvrir le monde grâce à sa carrière. Ah mais c'est clair et du coup tu étais, comment dire? Tu t'en es rendu compte quand ton papa a gagné les championnats du monde, en 98 ou pas du tout? Tu étais trop jeune? Ouais, non, non, oui, j'avais 7 ans et demi, donc je me rendais bien compte de ce qui se passait. Après, moi, je t'avoue que j'ai jamais été trop portée sur le foot. C'était plutôt mon petit frère, forcément, qui adorait le foot. Et Bien sûr. puis, je subissais un peu une overdose du foot à la maison. Donc, Tu moi, m'étonnes. j'étais trop heureuse de voir mon papa sur le terrain avec tout ce monde autour, toute cette foule et l'énergie qu'on peut retrouver dans les stades de foot. On la ressent aussi quand on est tout petit. Mais moi, surtout, ce qui m'a marqué, en fait, c'est quand après avoir remporté la Coupe du Monde 98, c'est quand on défilait dans le bus sur les champs, parce qu'on était dans le bus, les familles aussi des joueurs. Et c'était ça, en fait, qui était le plus impressionnant. Et c'est là où j'ai réalisé, où je me suis rendu compte de l'ampleur de ce que faisait mon papa et ses coéquipiers. Ouais, Bah oui, c'est complètement dingue. Mais c'est vrai, tu as raison, quand on est petite, on se rend pas forcément compte en fait, on voit que c'est pas comme tout le monde, mais tu vivais ta vie de petite fille, donc tu étais aussi dans ta bulle, donc forcément on s'en rend pas bien compte. Et c'est donc tu as vécu exactement ça. où? Alors, j'ai vécu, donc je suis née à Strasbourg. Je suis alsacienne. Ouais. D'accord, super. Ouais, je suis née à Strasbourg. Quand j'avais 5 ans, on est parti vivre en Angleterre, à Londres, parce que mon papa jouait à Chelsea. Et ensuite à Aix-en-Provence, quand il est parti jouer pour l'OM. Et après, j'ai vécu au Qatar pendant 2 ans. Mon papa a fini sa carrière du coup à Doha pendant 2 ans. Et puis ensuite, quand il a pris sa retraite, on est tous partis vivre à Los Angeles, où j'ai vécu pendant 12 ans. Voilà. Et puis ensuite, je suis allée vivre à Paris pendant 2 ans et maintenant j'habite au Luxembourg depuis 2 ans. Donc ouais, c'est canon et c'est vrai que 12 ans à Los Angeles, pardon, ça m'interpelle, parce que bon, je pense que ça traverse l'esprit de beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, en tout cas, on parle beaucoup de LA et cetera. Ouais. Donc comment c'est de vivre, à Los Angeles? Ah bah franchement, moi j'ai adoré. Donc bon, je suis arrivée là-bas, j'ai pas trop eu le choix parce que je suis arrivée avec ma famille. J'étais au lycée, j'avais 15 ans. Du coup, j'ai passé mon bac, je suis allée à l'université là-bas, etc. Ensuite, tout le monde, tout le monde est parti vivre ailleurs et moi, je suis restée toute seule à LA. Et du coup, j'ai fait ma petite vie de jeune femme adulte à LA et toutes mes premières expériences en tant qu'adulte indépendante et autonome là-bas. Et franchement, c'était canon, quoi. C'était super cool. Parce que t'as une vibe en fait à LA et c'est pour ça que je pense qu'on en parle tellement et qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller vivre là-bas, qui est super agréable. Et la vie aussi, bah, franchement, on peut parler de la météo, hein, il fait beau tout le Ah temps. ouais, ça c'est C'est incroyable. génial et c'est sûr que quand on vit bah, dans des régions comme, un peu comme les nôtres, genre Paris, Luxembourg, etc., c'est sûr que quand tu vois qu'il fait beau quasiment toute l'année, ça donne vraiment envie. Mais après, c'est vrai que les saisons manquent, surtout quand on aime la mode et qu'on aime s'habiller. Euh, bah, tu peux plus mettre tes gros manteaux et t'habiller comme en hiver avec des looks d'hiver bah, parce que ça n'existe pas là-bas. Mais après, franchement, c'est tellement sympa de pouvoir te dire, bah vas-y, ce matin, je vais surfer, je vais à la plage. Et ensuite, je prends ma voiture et j'ai 1 heure et demie de route et je me retrouve à la montagne et je peux aller skier. Ah mais c'est clair.
tu vois? Tu sais que j'ai, sur mon iPhone, j'ai la météo de Los Angeles et du coup, quand il pleut, qu'il fait pas beau chez moi pourtant je vis dans le sud de la France, Ouais. je regarde toujours un petit coup LA, je me dis: «Ah ouais, putain cool». Moi, je regarde pas parce que sinon, j'ai le seum. Ah ouais? Je sais pas, moi je me dis: «Ouais, peut-être qu'un jour, je sais pas, j'aurai une expérience là-bas», je sais pas. Grave. Et pourtant, tu vois, j'y étais allée avec ma sœur, on avait fait toute la côte ouest et donc on était passé par Los Angeles et j'avais pas vraiment kiffé parce que je pense qu'il faut connaître tout est tellement éparpillé que je comprenais pas trop, où est-ce que ça se passait, en fait. Ouais, en fait, c'est tellement grand. Enfin, Los Angeles en soi, c'est immense. Et tu passes tout ton séjour, si tu es en vacances en voiture, tu vois, aller à droite à gauche, à essayer de découvrir des trucs. Et c'est vrai que LA, ça se fait avec des gens qui habitent là-bas et qui peuvent te faire découvrir des choses un peu moins touristiques. Donc, c'est important de faire les choses un petit peu touristiques, les monuments, etc. Et les quartiers. Mais c'est vrai que si tu connais pas, tu passes vite ton temps en fait dans la voiture et tu perds une grosse partie de tes journées à faire des allers-retours en voiture et à rater des choses magiques de LA, quoi. Mais c'est vrai que y vivre et y aller en vacances, c'est pas la même. Et donc aujourd'hui, tu vis au Luxembourg. Ça te manque pas, du coup, tout ce côté, USA? Non, bah alors, de quitter les US, c'était une décision très réfléchie avec mon chéri, avec Stéphane, parce qu'on s'est mis ensemble en fait quand j'habitais là-bas. Lui, il y avait vécu quelques années et en fait, on s'est rencontrés quand il était en renouvellement de visa pour revenir vivre aux US. On a vécu 1 an là-bas et on avait cette envie de fonder une famille, de monter une entreprise, de créer quelque chose. Et on voyait pas qu'on avait la possibilité de le faire là-bas, au niveau surtout des papiers. Parce que moi, sachant que j'ai vécu là-bas 12 ans, j'étais quand même en renouvellement de visa tous les 3 ans. Donc, j'étais pas à l'abri qu'une année, qu'on me refuse le renouvellement de mon visa. Et du coup, tout ce que j'aurais construit et créé là-bas, bah, ça partirait à la poubelle et il faudrait Ah que je là reparte à là. zéro en Europe. Donc, on avait conscience de ça. Et même au niveau de la sécurité sociale, etc. Il faut savoir que c'est aux alentours de 30 000 $ pour accoucher Ah seulement. putain. Que si on veut un bon recouvrement santé, il faut prendre une mutuelle. Il n'y a pas d'aide de l'État. Donc, si on veut quelque chose qui englobe tout, on est près de. Si on veut quelque chose de très, très efficace, on est près de 1 000 € par personne par mois. Donc voilà, c'est aussi, voilà, on a aussi beaucoup réfléchi à ça. Tu Et m'étonnes. sachant qu'on a nos familles en Europe, on a voulu se rapprocher de eux aussi, surtout si on décidait d'avoir un enfant. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça et franchement c'est sans regret euh, qu'on est rentré en Europe et que maintenant on habite au Luxembourg. Donc on a fait 2 ans à Paris où on avait une vie à 1000 à l'heure, où c'était juste incroyable, on avait une vie vraiment super à Paris. Mais là maintenant qu'on a un enfant, je me verrais pas vivre à Paris et justement quand je suis tombée enceinte, au bout de 2 mois de grossesse, j'ai dit à Steph, je veux partir d'ici. Surtout qu'on habitait à Montorgueil, on était en plein cœur Ah de ouais, Paris, en d'accord. plein centre, et c'est génial quand tu as une vie de couple ou bien de célibataire et tout, mais je trouve qu'avec un enfant, en tout cas pour nous, je parle vraiment pour nous, pas pour les autres, parce qu'il y en a plein qui adorent vivre à Paris, même avec des enfants, etc. Moi, je me voyais pas le faire et c'était pas quelque chose que je voulais. Euh, et franchement, je suis très heureuse de notre choix aujourd'hui d'être parti vivre au Luxembourg parce qu'on est dans la nature, on est au calme, tu vois, on rentre chez nous, il n'y a pas de bruit, on entend les oiseaux, tu vois, c'est vert. Bon, là, je suis un peu en souffrance à cause du pollen justement parce qu'on est en pleine forêt. Notre balcon, il est jaune et vert, enfin, c'est une catastrophe. Mais on a un border collie qui a besoin d'être promené, qui a besoin de courir, tu vois, et lui, il est heureux, il vit sa meilleure vie ici. Et nous aussi, du coup. Et puis, comme on a la possibilité de voyager, que moi, c'est vrai que quasiment toutes les semaines, je fais des allers-retours à Paris parce que c'est très proche, Ah c'est oui, 1 heure et demie d'accord. de train avec le Eh Luxembourg. oui, c'est top ça. Du coup, c'est top, tu vois. Je fais mes allers-retours, je fais mes voyages et après, je rentre au Luxembourg. Bon, j'ai des sociétés à gérer aussi ici, on en reparlera après. Donc, j'ai une vie qui est quand même assez busy. Mais en tout cas, le soir, je suis à la maison, je suis au calme, je regarde par la fenêtre, je vois les arbres, la verdure, la nature. Et ça, je trouve que c'est hyper important, en tout cas pour moi. Ah mais je te comprends tellement. J'ai vécu aussi à Paris. J'ai fait justement ma grossesse toute ma grossesse à Paris. J'ai accouché à Paris. J'ai Ouais, fait la première année avec, un bébé à Paris. ouais.
Et c'était horrible. Ouais, C'était voilà, mais les horrible, trottoirs sont pas adaptés aux mais poussettes, horrible. tu peux pas te déplacer, le métro, c'est une catastrophe quand tu es en Non, mais poussette avec un horrible bébé. et La pollution, enceinte. le bruit, enfin, c'est chiant, ouais, enceinte, laisse Ah non, tomber. mais c'est horrible. Le nombre de malaises que j'ai fait dans le métro, RER, enfin bref, moi non plus, ça me convenait pas du tout. Donc ce que tu dis, ça me parle, mais fois 1000. Ouais. Et j'aurais jamais pu. J'aurais jamais pu, ouais, continuer à vivre à Non, mais Paris avec un gosse et tout, c'est pas et puis possible. même, je vois mes potes qui ont des enfants à Paris, bah tu vois, l'autre jour, j'ai une pote qui a posté une photo sur Insta avec son fils qui est tout petit, qui pointe du doigt une vache sur un camion. Et elle avait écrit, je crois qu'il faut vraiment que je l'emmène un peu plus dans la nature, C'est tellement ça. tu C'est un vois. bon résumé. Ouais. Alors Ouais, que c'est là, tu ouf. vois, bah bon, en plus, au Luxembourg, c'est particulièrement nature. Genre, je sors de chez moi, sachant qu'on n'habite pas dans Luxembourgville, on est en dehors, mais on est à 12 minutes du centre-ville en voiture. Et quand je me balade sur le trottoir avec Elon et le chien, il y a des gens qui ont des vaches dans leur jardin, tu vois. Donc, J'adore, il y a des vaches, des j'adore. moutons, des chevaux, des poneys, enfin, c'est Incroyable. incroyable. Ah mais carrément et même le centre-ville du Luxembourg, bah, Luxembourg quoi, Ouais. ça va, c'est quand même, Ah non, mais chill c'est quoi. cool, c'est très chill. Ouais, Ah oui, oui, c'est très très chill, c'est très sympa. Enfin, c'est sûr que c'est pas Paris, quoi. T'es pas là, tu t'accroches pas à ton sac, quoi. Quand tu te ouais, balades, exactement. faut quand même faire attention parce que forcément, on vit pas dans le monde des bisounours. Mais t'as pas le même sentiment qu'à Paris. Carrément pas. Ouais, non, c'est clair. Très bonne décision en tout cas, Ouais. Jeanne. Donc on revient encore un petit coup en arrière. Ça m'a interpellée, j'ai vu que tu avais un diplôme de sophrologie et en parallèle Ouais. de ça que tu as fait du mannequinat. Donc comment ça a démarré un peu pour toi ta «carrière» entre guillemets? Ça tu commencé par quoi? Alors, j'ai toujours été très intéressée par la psychologie, comment réfléchissait l'être humain, etc. Quand j'ai passé mon bac, je suis partie à Santa Monica College pour commencer des études en psychologie, en fait. Et puis, parallèle à ça, à côté de ça, j'étais en agence de mannequinat pour me faire de l'argent et parce qu'en fait, j'avais été repérée par un scout. Moi, j'avais jamais pensé à m'inscrire en agence de mannequinat, mais c'est juste que j'avais été repérée. Et donc, je me suis dit, bah, why not? Vas-y, je me mets en agence. Et je commençais à beaucoup bosser. Et donc, forcément, bah, tu sais, quand tu es jeune et que tu vois que les études commencent à être un petit peu difficiles et que tu fais de l'argent, bah, du coup, tu laisses un peu le truc de côté. Donc, je me suis mise à fond, je me suis concentrée à fond dans le mannequinat. Et je me suis inscrite en fait à UCLA pour un programme d'acting. Parce que là-bas, franchement, bah, c'est ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, quand tu es dans le mannequinat. Et c'était une super belle expérience. Mais parallèle à ça, bah, j'avais quand même cet intérêt pour la psychologie. Mais je ne me voyais pas faire toutes ces années d'études et je ne me voyais pas non plus m'enfermer dans un cabinet à écouter les problèmes des gens, etc. Et du coup, j'ai rencontré en fait une psychothérapeute à LA qui était en train de développer la sophrologie là-bas et parce que c'est pas du tout développé là-bas. Et, euh, et qui m'a en fait donné goût à cette pratique. Du coup, bah, j'ai fait ma petite vie à LA en tant que mannequin, je faisais mes castings, j'ai fait un peu d'acting aussi. Et j'en ai eu un petit peu marre suite à une rupture. J'ai voulu quitter LA et je suis partie à Paris. Et du coup, j'ai suivi un cursus de sophrologie. Donc, j'ai fait mes 2 ans d'études pour devenir sophrologue. J'ai passé mon diplôme et ensuite, je suis retournée à LA. Et j'ai commencé à travailler du coup dans ce cabinet de psychothérapeute avec cette femme en sophrologie pour développer la sophrologie là-bas. J'étais en contact aussi avec le département de bien-être de Cedar Sinai, qui est un hôpital étudiant là-bas, qui voulait développer la sophrologie sur place. Mais le truc, c'est que quand tu démarres dans une pratique qui n'existe absolument pas ou qui n'est absolument pas reconnue ni connue dans un pays de l'ampleur des États-Unis, ça prend énormément de Hyper temps. dur. Et Voilà, ouais. c'est très très dur, ça prend beaucoup de temps. Et puis moi, j'avais besoin de gagner ma vie, j'avais besoin de faire de l'argent et j'en faisais pas avec la sophrologie. Donc, je me suis remise en agence de mannequinat. Forcément. Ouais, je faisais des petits jobs à côté aussi dans la restauration. Voilà, je travaillais beaucoup, beaucoup. Et en fait, bah, le mannequinat a repris le dessus sur tout ça. Je commençais un petit peu à perdre espoir sur le développement de la sophrologie là-bas parce que vraiment,
ça prenait très très longtemps, quoi. Ça prenait énormément de temps. Et puis ensuite, bah, mon compte Instagram a explosé. Je commençais à être contactée par des marques, par des showrooms, etc. En France, parce que mon compte en fait a explosé en France. Euh, et du coup, en fait, j'ai totalement laissé tomber l'idée d'être vraiment sophrologue à temps plein et tout cet aspect-là. Et je me suis reportée plus sur le métier d'influenceuse que je pensais jamais faire. Je savais même pas ce que c'était à l'époque. Bien sûr. Ça a explosé Euh, en quelle année? C'était en 2016. Et ouais, c'était le début. Ouais, 2016. Et du coup, moi, j'ai fait un peu le truc inverse de toutes mes collègues influenceuses. J'ai lancé mon blog après. Parce que, bah, en fait, on me posait tellement de questions sur bah, mes tips beauté, cheveux, voyage, mode, etc., que je me suis dit, ce serait plus simple de tout expliquer en fait avec des articles de blog. Donc, je me suis lancée sur un blog que j'ai créé avec mon chéri, parce qu'à l'époque, j'étais déjà avec mon chéri. Et c'était surtout sur le voyage et on écrivait en français et en anglais. Donc, on se donnait vraiment du mal. C'est clair, mais Ouais. génial. Trop bien. Et voilà. Et puis ensuite, on a décidé de quitter LA, donc pour toutes les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, mais aussi parce que bah, j'avais toutes ces demandes en France et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tenter le truc et voir en fait ce que ça peut donner. Du coup, on a tout lâché à Los Angeles et on est parti faire un voyage de 2 mois en Asie du Sud-Est. On s'est dit, c'est le moment de le faire. On lâche notre appart. On n'a pas encore d'appart à Paris. On n'a pas de loyer à payer. On n'a rien. Donc, go, on se fait ce voyage tous les deux avant de construire quelque chose où on aura plus de mal de partir pendant 2 mois, tu vois, sur un gros voyage comme celui-ci. Et en fait, notre blog a vraiment commencé à ce moment-là où on a en fait répertorié tout notre voyage dans le blog. Bon, après, je te cache pas que au fil des années, le blog s'est un peu effacé et du coup, je l'ai plus maintenant parce que bah, ça prend trop de temps et puis les gens n'y allaient plus trop. C'était plus Instagram parce qu'on se rend compte que beaucoup ne prennent plus trop le temps de lire et que bah, Insta, forcément, c'est plus rapide, quoi. Bah ouais. Donc voilà, donc maintenant, c'est principalement Instagram. Ce que j'allais te dire justement que je n'avais pas trouvé ce blog. J'étais: «Ah mais c'est pas Non, vrai, je l'ai pas trouvé». il n'existe plus. Donc tu l'as carrément supprimé en fait? Ouais, ouais. Et pourquoi? Tu aurais pu le laisser? Bah, le truc, c'est que tu vois, genre, bah, et en fait, je l'ai supprimé il y a pas longtemps. C'était l'année dernière. Je l'avais fait sur Wix. Et j'ai Wix qui m'a envoyé une notification comme quoi bah, il fallait que je renouvelle mon abonnement. Et en fait, j'ai Ah! juste pas renouvelé. Bah voilà, Voilà, tout simplement. fin mot de l'histoire, OK. Voilà. Et le mannequinat, juste pour revenir là-dessus, très rapidement, tu en as fait quand même pas mal d'années. Ouais. Est-ce que ça a été un kiff pour toi, le monde du mannequinat? Franchement, ouais, c'était cool parce que, bon, moi, je suis petite dans le monde du mannequinat, je fais que 1,69 m. Et du coup, j'ai jamais fait de haute couture, de défilé, etc. parce que bah, j'ai pas la morphologie pour, malheureusement. Aujourd'hui, ça aurait peut-être fonctionné parce que Ouais, c'est ce que les j'allais codes dire. changent, mais à mon époque, pas du tout. Il aurait fallu que je fasse 1,73 m minimum et que je sois beaucoup plus mince que ce que Oh j'étais là à là. l'époque, alors que j'étais déjà très mince. Euh, et en fait, c'était plutôt des photos, des catalogues, des lookbooks, des pubs. J'ai fait pas mal de pubs à Los Angeles, enfin aux États-Unis. Et ouais, j'ai trouvé l'expérience vraiment très très cool. Mais après, c'est un milieu qui est assez ingrat, tu vois. Parfois, je me retrouvais sur des castings. Faut avoir vraiment confiance en soi et avoir le cœur bien accroché, tu vois. Parce que parfois, ça peut être tellement déstabilisant. Tu te retrouves à des castings où tu as des gens qui parlent de toi, sur toi, devant toi, comme si tu n'étais pas là, tu vois. Et comme si tu pouvais pas les entendre. Ou, tu vois, parfois, j'avais des directeurs de casting et directrices. C'est surtout les femmes qui sont plus dures. Où j'étais devant et qui disaient non, non, elle est trop petite, elle est trop grosse, faudrait qu'elle perde au moins 5 pounds, tu vois. Et moi, j'étais là, genre, ok, genre, son nez, ça va pas. Non, il y a ci, il y a ça. Mais genre, devant toi, tu vois. Et du coup, C'est horrible. ouais, c'est très ingrat. Après, t'as beaucoup de gens qui sont bienveillants. Moi, j'ai pas eu beaucoup de mauvaises expériences. J'ai surtout des bonnes expériences où je me suis retrouvée sur des shoots avec, tu vois, des réalisateurs et des photographes aux petits soins, tu vois, super gentils, hyper bienveillants. Après tout le truc de MeToo, je l'ai un peu vécu, mais comme tout le monde, mais sans que ce soit trop hard.
tu Mmh. vois, avec des réalisateurs, des producteurs qui te font comprendre que si tu veux travailler d'une certaine manière ou avoir certains jobs, bah, il faut faire certaines choses. Mais voilà, moi, je me suis vite éloignée de tout ça et dès que j'avais quelqu'un un peu chelou devant moi, je partais en Ouais. courant. Euh, voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Le monde du mannequinat, c'est un peu, mystérieux pour nous, les nanas qui connaissent pas du tout ce milieu-là, et après je suis persuadée qu'il y a aussi du positif. Ouais, il y a C beaucoup, beaucoup de positifs. Ouais, Franchement, j'ai fait de très, très belles rencontres dans ce milieu, des gens avec lesquels je suis encore en contact, même si je suis partie depuis longtemps et que j'y suis pas depuis longtemps. Tu vois, je fais encore des shootings pour des campagnes, etc. Mais maintenant, c'est totalement différent. Je fais plus trop de casting bah, parce que j'ai une autre vie, j'ai autre chose. Mais à l'époque, franchement, j'ai vécu de super belles expériences. J'ai pu voyager aussi, j'ai pu découvrir des choses que j'aurais peut-être pas découvertes autrement. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de positifs aussi. tout à fait, et tu parlais de psychologie, cette et de confiance en soi. Je pense que ça peut avoir l'effet inverse sur la confiance en soi, mais ça peut aussi la booster vachement. Le Complètement. Après, c'est Ouais. une question de personnalité et de tempérament. Moi, j'ai plus une personnalité où si tu vas essayer de me descendre et tu vas me rentrer dedans, bah, je vais tout faire pour te montrer que tu as tort et que j'en vaut la peine. Tu vois, je vais pas me renfermer sur moi-même comme une huître et, et psychoter. Mais ça, c'est ma personnalité. C'est juste que moi, je suis comme ça et je l'ai toujours été. C'est génial, et même l'exercice des photoshootings, tu vois, là, j'en ai fait un, enfin, c'est pas du tout un truc pro que j'ai fait, c'est, un petit shooting, et j'ai trouvé ça, mais hyper difficile. J'étais pas Ouais. du tout à l'aise. J'avais l'impression d'être débile, en fait. Enfin, ouais, vraiment, c'était très, très compliqué. Donc je trouve ça hyper fort, en fait, de la part de toutes les nanas qui font des shootings absolument magnifiques, comme toi, d'ailleurs, tu fais des très belles photos. Merci. C'est un vrai exercice, quoi. Ouais, c'est un vrai exercice. Après, c'est quelque chose qui s'apprend sur les années, tu vois. Maintenant, c'est plus facile pour moi parce que j'ai des années derrière moi où j'ai des shootings où je suis devant un objectif. Et puis bon, maintenant aussi, c'est très facile pour moi parce que bah, mon photographe, toutes les photos que vous voyez sur les réseaux, la plupart, hein, ce sont Steph, mon mari, qui me les a faites. Et du coup, bah, quand tu travailles avec quelqu'un qui te veut que du bien et qui veut que te montrer sous ton meilleur jour, bah, c'est forcément plus facile. Et puis surtout, bah, maintenant, lui, il sait ce que je préfère en termes de photos, en termes de lumière, en termes de tout, d'angle. Moi, je connais mes angles, je connais ma lumière pour me mettre en valeur. Et du coup, bah, nos shootings, ils se font très, très facilement et très rapidement, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, quand je me retrouve sur des shootings avec d'autres photographes, en fait, je dois me réadapter, me réhabituer parce que j'ai oublié ce que c'était de shooter avec une équipe euh, inconnue. Eh oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ton chéri, il fait comme toi? Vous êtes tous les 2 influenceurs? Oui, on est tous les deux influenceurs et lui en plus est photographe. Trop bien, parfait, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis les mannequins aussi. Vous comprenez, quoi, Ouais, c'est ça. Bah, on s'est rencontrés parce qu'on avait beaucoup de connaissances communes dans le mannequinat. C'est comme ça qu'on a que pu ça a contact. commencé. Ouais. OK, génial. Et donc aujourd'hui, ça a pas mal changé pour toi parce que Instagram, parce que, tu as lancé ton compte, parce que tu crées énormément de contenu, et que, comme tu dis, ton compte a explosé, donc maintenant tu t'autogères, en fait, tu es à ton compte, c'est un peu ça? Complètement. Je suis à mon compte, je suis mon propre patron, ce qui Exactement. est beau, ce qui est génial, ce C'est que je trouve génial. super. Après, quand on est son propre patron, c'est pas pour autant qu'on est tout le temps en vacances, parce que en fait, c'est tout le contraire. On est tout le temps au travail. Donc le matin, quand j'ouvre les yeux, je prends mon téléphone, je commence déjà à bosser jusqu'au soir où je le pose pour fermer les yeux et faire dodo, quoi. Tu vois, c'est constant. J'ai pas de week-end, j'ai pas de les vacances, bah, je travaille tout le temps. Mais après, franchement, je me plains pas parce que j'ai tellement de chance de faire ce métier et de pouvoir être à mon compte et de décider en fait de ce que je fais. Parce que si j'ai envie de me prendre une semaine où je suis en vacances, bah, je peux le faire. Je demande à personne, tu vois. Et ça, c'est Carrément. vraiment un privilège et ça, c'est vraiment beau de pouvoir faire ça. Après, je le fais jamais. C'est vrai? Je le fais vraiment jamais. Non, vraiment, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal à décrocher parce qu'en fait, j'adore ce que je fais. Tu vois. C'est ça C'est ce aussi que qui j'allais fait te que demander, c'est je pas vois pas vraiment mon du travail. travail? Non, c'est pas un travail. Tu vois, le mot travail, ça peut être très mal perçu Eh et oui, c'est ce que je fais, on va dire mon quotidien, voilà, parce que ça fait partie de mon quotidien, n'est pas du tout, du tout une contrainte.
Et puis, si j'ai des moments où, genre par exemple hier, j'ai rien posté, j'ai pas été présente sur les réseaux parce que j'avais besoin d'un jour pour moi. Je suis partie là 5 jours en déplacement justement pour le travail et du coup sans mon fils. Et j'avais besoin de pouvoir profiter de lui. Du coup, j'ai pas touché à mon téléphone. Et du coup, j'ai dû demander à personne pour prendre un jour off. Et ça m'a fait Ouais, beaucoup de bien. Et voilà. c'est ça l'avantage, clairement. Ouais. Et ton petit bout, il a quel âge alors maintenant? Alors là, il va sur ses 21 mois. Tu parles encore en moi, c'est trop mignon. Bah ouais. En fait, c'est marrant parce on en parlait avec Steph l'autre jour parce qu'on a rencontré, on a croisé des amis par hasard qui, eux, n'ont pas d'enfants. Et ils nous disent, ah, ils ont quel âge? Et alors, c'est marrant parce que moi, j'ai dit, bah, il a 1 an et demi. Et Steph dit, il va sur ses 21 mois. Et moi, je le regarde, je lui dis, mais chérie, ils n'ont pas d'enfants. Tu peux pas parler en mois avec eux parce qu'ils vont dire, mais arrête de nous faire chier avec tes mois. Et ce que nous, on se disait aussi quand on avait des potes enfants et ou qu'on rencontrait des gens, il a quel âge? Ah, il a 21 mois. Et là, tu fais ton calcul dans ta tête. Donc en fait, il est entre 1 an et demi, 2 ans, ok, mais pourquoi tu me parles en moi? Pourquoi tu peux pas juste dire il a bientôt 2 ans ou il a 1 an et demi? Mais en fait, c'est vrai que quand t'es parent et que t'es dans cette phase-là, tu te rends compte que 1 mois, ça fait une énorme différence Mais dans le tellement. développement de ton enfant. Surtout à cet âge-là, entre Surtout à 0 et cet âge-là. 3 ans, c'est un truc de fou. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Mais du coup, ouais, donc il va sur ses 2 ans et il a 1 an et demi. OK, c'est très clair. Et comment tu as vécu, tout ça? Parce que, je sais ce que c'est de devenir maman. Comment toi tu l'as vécu? Comment tu as vécu ta grossesse? Comment tu as vécu ton accouchement? Est-ce que tu étais prête à tout ça, à avoir un petit bout, un petit être humain, dans ta vie? Comment ça s'est passé? Ouais, bah alors écoute, ça faisait plusieurs années que j'étais prête et qu'avec Steph, on en avait envie, tu vois, d'avoir un petit bout. Le truc, c'est qu'on avait des choses à construire avant, etc. Donc voilà, on a patienté. Et en fait, on a fait un peu le truc classique. On s'est mariés civilement. On a espacé notre mariage, notre cérémonie laïque d'1 an pour avoir exactement la même date pour le civil et la cérémonie. Génial. Et puis, quelques mois après, j'ai fait sauter le stérilet. J'adore. Et voilà, et on s'est dit, bah, on se lance, on verra à quel moment ça arrive, on n'est pas pressé, on laisse faire la nature, on verra. Et il a suffi d'un cycle et je suis tombée enceinte direct. Oh, c'est Ah ouais, fou ça, c'était hyper rapide. incroyable. C'est que tu C'était étais très, hyper très prête. rapide. Ouais, mais en fait, franchement, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça, tu vois, parce que tu sais, tu te dis, bon, l'utérus est habitué au stérilet, il faut le temps que les choses se remettent en place, etc. Et, et puis bon, j'avais eu un. En fait, quand j'ai retiré mon stérilet, j'ai fait un frottis qui est revenu pas très bon. Donc j'ai dû faire j'ai dû cautériser parce que j'ai en fait eu des lésions du papilloma sur le col. Ah oui, Ouais, donc on est beaucoup, hein. voilà. Donc bon, il fallait mettre la machine en pause Oui, ouais. le temps que tout ça se règle. Et puis dès qu'on a eu le go en fait de mon gynéco où tout allait bien, euh, on a mis la machine en route et il a suffi d'un cycle et voilà, je suis tombée enceinte direct. On pensait vraiment pas que ça allait être aussi rapide C'est génial, c'est trop et bien. c'était trop trop cool. Et Et ta non, grossesse la aussi? grossesse, je l'ai hyper bien vécue. Voilà, après comme beaucoup de femmes, les débuts c'était très compliqué. C'est pour ça on a décidé de quitter Paris parce que j'étais très nauséeuse. Ouais, c'est dur ça. Je tenais même pas debout quoi. C'était très dur. Et puis Paris avec la pollution, les odeurs, la clope, etc. Enfin, c'était l'horreur. J'avais envie en fait, de nature et de respirer de l'air frais, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de déménager. Et quand j'étais enceinte de 4 mois, on est parti vivre au Luxembourg. Et une semaine après, on a été confinés. Donc, c'était la grande surprise et c'était le bon timing, surtout pour nous. Pour moi, j'ai pu passer ma grossesse, du coup, confinée au repos au Luxembourg, au vert, et pas dans notre petit appart parisien. Ah ouais, c'est Tu clair. vois. Et peut-être que ma grossesse se serait passée différemment si on n'avait pas été confinés, parce que de toute manière, on serait parti vivre au Luxembourg et du coup, j'aurais fait énormément d'allers-retours entre Paris et Luxembourg pour le travail. Et peut-être que ça m'aurait beaucoup fatiguée, je sais pas. Tu vois, ça aurait peut-être pu se passer vraiment différemment, alors que j'ai passé une grossesse du bonheur, on va dire, malgré les maux que j'ai pu avoir, mais qui sont normales, qui viennent avec la grossesse. Mais tout allait bien, tout s'est bien passé, franchement. Je peux vraiment pas me plaindre. Bébé était en bonne santé, moi aussi. Euh,
voilà. Donc, c'était top. Ensuite, l'accouchement s'est fait en pleine canicule Mmh. où toutes les aérations, les ventilateurs, etc., à cause du Covid, devaient être arrêtés. Donc, Oh non. c'était très dur. Ouais, ouais, c'était très, très dur. Euh, Pas d'aération, que dalle, enfin l'horreur. J'ai pris 10 kilos d'eau à cause de... Bah, parce que déjà de base je fais de la rétention d'eau, mais en plus avec la grossesse, laisse tomber, j'ai explosé Oh l'enfer. ouais, juste avant d'accoucher. Donc j'avais en fait mes jambes jusqu'à mes doigts de pied, ça faisait une masse. J'avais plus de Mon relief. Dieu. Tellement j'étais gonflée d'eau, C'est non mais hard c'était ça. l'horreur. Ah ma Et, pauvre. l'accouchement, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, mais je ne l'ai pas hyper bien vécu parce que bah, période de Covid oblige, quand on est arrivé, et puis le truc c'est que comme les règles changent tout le temps et que chacun il faisait un peu à sa sauce, on a eu pas mal de stress en fait, on est arrivé et en fait nous on avait eu le Covid au mois de mars, tout au début, avec Steph. Et donc après, bah voilà, on était confinés de toute façon, donc on pouvait rien faire, on pouvait aller nulle part, donc on l'a fait. On s'est fait tester par la suite pour savoir qu'on était bien négatif, donc c'était bon, mais du coup c'était 6 mois avant mon accouchement. Et dans mon dossier, ils ont noté un risque Covid, donc ils m'ont isolée dans une chambre. Ils nous ont dit que Steph ne pouvait pas m'accompagner pendant l'accouchement Ah putain. alors que tout ça s'était déjà passé, tu vois, toutes les femmes qui malheureusement ont accouché pendant le confinement, elles ont accouché toutes seules, tu vois, et ça devait être Ça c'est tellement hyper dur. difficile. Ouais. Mais nous, comme on était sortis de ça et j'avais des potes qui avaient accouché un petit peu avant moi et leur mari avait pu les accompagner dans l'accouchement, moi dans ma tête c'était bon, tu vois, j'étais préparée à ça. Steph est allée être avec moi. Et là, en fait, on arrive à l'hôpital et ils ont dit non, non, vous êtes risque Covid, monsieur ne pourra pas vous accompagner pendant l'accouchement. Moi, j'ai été prise de panique, je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée. Enfin, Mais c'est tu vois, gros clair. stress parce que bah, un accouchement, ça fait peur. Faut pas se le Ah cacher. ouais, hyper Ça fait peur. très, 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 très peur. J'avais des contractions, je souffrais un peu. Enfin, en fait, j'ai perdu les os le jour de mon terme. Euh, et du coup, mon gynéco m'avait dit tranquille, tu vois, tu perds tes os, tu as 2 heures pour aller Ouais. à la maternité, il n'y a pas de stress. Steph, lui, était très déçu parce qu'il voulait faire le truc genre en speed dans la voiture, avec les filles derrière qui Vite. l'accompagnent, l'escorte et tout, vite, 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 il y a le bébé qui va sortir et tout. C'était absolument pas ça, c'était tout l'inverse. Et ouais, J'ai c'est mis long les os après à quand la même. maison tranquillement. On a pris une douche, j'ai pris mes affaires qui étaient déjà préparées, tu vois, on était tranquillement à l'hôpital. Et, voilà, et du coup, il nous annonce ça, et donc là, panique à bord, Steph qui pète un scandale, parce qu'il dit non mais ça n'a aucun sens. Moi, vous savez que je l'ai eu, que j'ai guéri, alors qu'il y a un mec qui vient avec sa nana, il l'a chopé la semaine dernière, vous n'avez aucune preuve qu'il ne l'a pas. Et lui, il peut aller dans la salle d'accouchement. Oh là là. Tu vois, donc on a pété un petit scandale et finalement c'est bon. Ils ont accepté que Steph Ah, soit avec moi. Ouais. oh là Il là, a dit mais bon, bah, génial. il faut porter un FFP2, etc. On a dit oui, on s'en fout. Enfin, Ouais, on s'en fout. moi j'ai dû accoucher avec le masque. Je pensais pas. Je pensais que du Ah, coup tout le monde allait porter le masque, une visière, la totale, et que moi je serais épargnée du masque pour l'accouchement. Déjà que quand t'accouches, t'arrives pas à respirer. Alors là, avec le masque, laisse tomber l'horreur. Mais bon, avant d'arriver à la partie accouchement, en fait, j'avais des contractions hyper irrégulières et mon col ne se dilatait pas. J'étais, au bout de 10 heures de travail, j'étais encore dilatée qu'à 1 centimètre. ah putain. Et j'étais en Ah. souffrance parce que bah, péridurale, normalement, c'est 3. Et du coup, bah, ils ont accepté de me poser la péridurale parce que je souffrais trop. T'en pouvais plus, bah ouais. Ouais, j'en pouvais plus. Ils m'ont posé la péridurale, ils m'ont mis en salle d'accouchement. Et en fait, mon col ne s'ouvrait pas. Et là, il y a eu un shift de sage-femme et il y a une nouvelle sage-femme qui est arrivée et qui m'examine. Et en fait, parce que j'avais perdu les os, elle limitait les examens pour éviter les infections, tu vois. Ah, d'accord. Et du coup, là, je lui ai dit, par pitié, dites-moi à combien j'en suis parce que j'en peux plus, quoi. Je suis fatiguée, même si j'ai la péridurale, en fait, il faut venir la poser parce qu'en fait, j'ai fait l'ambulatoire. Il faut venir la poser toutes les 30 minutes. J'arrive pas à me reposer, je suis fatiguée, à l'aide, quoi. Et là, elle m'examine et elle regarde et elle me dit, mais vous avez pas rompu la poche des œufs, vous avez fissuré. Oh là là. Ouais.
Non, mais ça, c'est ouais, bon, bref. L'incompétence, Insupportable. ouais, ouais, non, Mais mais franchement, il y a tellement d'histoires comme ça, c'est ah ouais, non, mais attends, c'est pas fini. Donc là, elle me perce la poche, elle me donne ce qu'il faut en homéopathie pour m'aider à accélérer le travail. Parce qu'en plus, bébé, je sais plus comment, je me souviens plus du terme, mais bébé avait fait caca, du coup, ah putain! dans l'utérus. Donc, sur-risque d'infection. Donc là, maintenant, on commençait un petit peu à arriver dans une phase critique où il fallait que j'accouche, tu vois. Donc, elle me donne ce qu'il faut pour accélérer un petit peu le processus. Et, euh, et en fait, bébé n'était pas tourné dans le bon sens. Donc, il était tête en bas sans problème, mais il n'était pas tourné dans le bon sens. Au lieu d'être face à l'arrière, il était face à l'avant. Et du coup, là, on me met dans toutes les positions possibles et imaginables pour essayer de le faire tourner, mais il ne se tourne pas. Et là, j'arrive aux 10 centimètres. Alléluia. Je peux enfin accoucher. Elles me font pousser et il ne se passe absolument rien. Oh non! Il ne bouge pas. Il bouge pas, donc là ils appellent la gynéco de garde parce que mon gynécologue n'était pas de garde, il n'était pas là. Donc ils appellent une gynéco de garde qui en plus était la gynécologue de ma meilleure amie. Donc je me suis dit bon, je me suis sentie en confiance. Elle est Bien arrivée, sûr. elle était hyper cool, une femme d'un certain âge. Elle est arrivée en talons avec son petit Chanel et tout au bras, avec une Génial. boucle d'oreille et tout. J'ai adoré, tu vois. J'ai trouvé ça trop cool, hyper sympa. Et donc, elle arrive avec ventouse, forceps et tout. Oh Elle m'a là dit, bon, là! on va essayer la ventouse d'abord, dans un premier temps. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Donc, elle installe la ventouse et elle dit à mon mari, bon, monsieur, vous allez nous aider parce qu'il va falloir de l'aide parce qu'il ne va pas descendre tout seul. Vous allez appuyer sur le ventre de madame Ah mon Dieu. pour l'aider à descendre. Sauf que nous, à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce que c'était l'expression abdominale. Malgré toutes les recherches qu'on ait pu faire et les émissions, les docus, les livres qu'on ait pu lire, et mon gynéco, personne ne nous avait prévenu de cette pratique. On n'était pas au courant. Mais alors, j'en ai jamais entendu parler non plus. Ouais. Alors, en fait, c'est juste que quelqu'un appuie sur le Ouais, ventre c'est pour ça. essayer de faire descendre le bébé. Sauf que c'est hyper dangereux. Tu peux tuer le bébé, tu peux tuer la maman aussi, tu peux terminer dans un coma comme Lucie de Baby à tout prix. Je te laisserai aller sur son compte pour découvrir ses mésaventures avec l'expression abdominale. En fait, c'est une pratique qui est interdite en France et au Luxembourg, mais que beaucoup de gynécos et obstétriciens et de sages-femmes pratiquent encore aujourd'hui, illégalement. Et c'est très courant. Et c'est interdit par la loi parce que c'est extrêmement dangereux. Et donc, on a fait ça. Et là, le pire, en fait, c'est que elle a demandé que ce soit Steph qui le fasse. Donc, s'il y avait une complication, un problème, Steph aurait vécu toute sa vie en se disant c'est à cause de moi. Ah, mais c'est clair, mais C'est pas un professionnel de santé. C'est alors que il y avait deux sages-femmes. Hein. Il y avait la gynéco, il y avait deux sages-femmes et il y avait Steph. Et alors, les deux sages-femmes, elles étaient là, elles regardaient, elles m'accompagnaient, elles m'aidaient, tu vois. Mais la personne qui appuyait sur mon ventre, c'était Steph. oh là là. Ce qui est pas du tout, ce qui est inadmissible. Donc finalement, bébé est sorti. Après, bon, ça va, il est sorti en 20 minutes, donc franchement, ça allait. Mais avec la ventouse, avec l'expression abdominale. Et ensuite, voilà, ensuite tout s'est bien passé. J'ai tout fait pour quitter la maternité un peu plus tôt parce que avec la canicule, le Covid, je me sentais très très seule. Tu vois, j'avais pas de visite, je me sentais pas du tout accompagnée. Il n'y a pas de pouponnière, donc je pouvais pas me reposer en fait. J'avais personne pour me soulager. Donc j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison et que que Steph puisse me soulager aussi, que je puisse me reposer, tu vois. Et voilà, et bébé est sorti en bonne santé, moi aussi, tout s'est bien passé, malgré ce qui a pu se passer, qui aurait pu être très dangereux, tu vois. Ouais, Et bien je me sûr. suis rendu compte de ça seulement 6 mois après 6 mois après mon accouchement. Hein. Ah oui, d'accord, parce qu'on Ouais. t'a fait la remarque. Mais non, parce qu'en fait, j'ai suivi ce qui s'était passé La fameuse, avec Lucie de OK. Baby à tout prix, où elle a fini plusieurs jours dans le coma, où son mari il s'est retrouvé avec, parce qu'ils avaient déjà 2 enfants et un nouveau-né, en se disant ma femme, elle va mourir à cause de ça. Elle a une cicatrice immense sur tout l'abdomen à cause de ça, Waouh, tu vois. c'est horrible. Et je comprends pas que les gynécologues le pratiquent encore et que surtout qu'on soit pas prévenu de ça quand on est enceinte, quoi. Tu vois. Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, crois-moi que des recherches et je me suis informée sur l'accouchement, sur plein de choses, je ne savais pas que ça, c'était illégal.
et dangereux. Mais ouais, moi, j'en avais jamais entendu parler. Après, je t'avoue Ouais, que si on avait demandé de faire ça à mon mec, j'aurais bah, pas c'est été hyper, compliqué. Bah, bien sûr. hyper à l'aise, quoi. Ouais, mais en fait, le truc aussi, c'est qu'après, la gynéco, elle disait ouah, genre bravo monsieur, si ça n'avait pas été pour vous, il aurait fallu faire une césarienne. Mais moi, je n'étais pas contre la césarienne. Je m'en fichais, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, je m'en fichais complètement. Moi, dans mon projet de naissance, j'avais dit je veux juste que mon bébé sorte en bonne santé, tu vois. Oui, je veux la péridurale. Et s'il faut passer à une césarienne, eh ben, on fera une césarienne, tu vois. Bien sûr. Donc, Et est-ce que ça t'a un peu, traumatisée par la suite, pour d'éventuels, d'autres enfants ou t'as réussi à passer au-dessus de cette expérience? non, parce qu'après, je pense que bon, après, nous, on veut pas d'autres enfants. On veut rester à un seul enfant, et ça, c'était notre décision même avant d'en avoir un, et on est encore d'accord là-dessus. Mais si ça devait arriver, en fait, je me dirais, bah maintenant, j'ai plus d'expérience et plus de connaissances, tu vois, pour une deuxième grossesse. Mmh mh. Mais C'est non, vrai. c'est pas quelque chose qui m'aurait refroidi, c'est juste que maintenant, je sais ce que c'est, je sais à quoi m'en tenir. Après, chaque expérience est différente, hein, attention. C'est pas parce qu'on a vécu une chose une fois qu'on va le vivre une deuxième fois de la même manière. Mais, non, non. Mais après, bon, nous, on veut qu'un seul enfant. Donc voilà. OK et ben, dis donc, quelle histoire! Ouais. Je m'attendais pas à tout ça, mais merci du coup de partager tout ça avec nous et c'est cool parce que, ben, parmi les auditrices, il y a beaucoup de jeunes mamans, de mamans en devenir et beaucoup, beaucoup, tu vois? Enfin, plus que ce que je pensais, donc ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoire en toute transparence, Ouais, mais je trouve que c'est important d'être ouais. informé et de savoir ce qui peut se passer. Après, c'est pas dit que ça se passera comme ça, mais je trouve que c'est important. Ouais, tout à fait et pas enfin, je il y en a beaucoup qui disent et surtout, enfin, à l'époque de nos mamans, enfin, moi, j'ai toujours entendu ma mère dire, «Les accouchements de mes 2 fils, ça a été les plus beaux jours de ma vie» Non, mais c'est pas le plus et beau jour de sa non, vie. mais Franchement, il faut arrêter de se voiler la face, quoi. Je l'entends parce qu'en fait, tu rencontres l'amour de ta vie. bah, bien sûr, Voilà. Mais c'est pas le plus beau jour de ta vie, tu vois. Enfin, franchement, exactement. même les débuts, c'est pas non plus les plus beaux jours de ta vie, quoi, Ah tu vois. non, mon Dieu, pas du tout. D'ailleurs, postpartum, ça a été? Ouais, franchement, ça a été, j'ai été super bien accompagnée. Bon, j'ai un mari qui est franchement qui est incroyable. J'ai tellement de chance de l'avoir et tellement de chance que ce soit le papa de mon fils parce que il a été hyper présent, il a été hyper attentif, il m'a beaucoup, beaucoup accompagnée. Même si on va pas se le cacher, pour un papa, c'est beaucoup plus difficile que pour la maman. Ce lien ne se crée pas aussi rapidement, même si pour la maman, ça se crée pas forcément immédiatement non plus. Ça prend un peu de temps aussi. Pour le papa, c'est encore plus difficile. Il n'a pas porté l'enfant, il y a pas cet instinct maternel qu'on a, il n'y a pas cette connexion non plus. Donc, même si lui, il avait du mal à connecter avec ce nouveau-né, ce bébé, tu vois, qui n'échangeait pas, euh, il, a été, euh, il a été présent pour toutes les étapes de ce début de vie de notre fils. Et aujourd'hui, il est totalement comblé, il est amoureux de son fils, mais laisse tomber. Euh, Parfois, il le regarde, il commence à avoir les larmes aux yeux. Je suis là, mais arrête, calme-toi. N'en fais pas trop. C'est ça, détends-toi. Mais, mais ouais, j'ai été super bien accompagnée. J'ai ma maman qui est venue nous aider aussi. J'ai mes beaux-parents qui sont juste à côté. Donc, j'ai ma belle-mère qui m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi. Non, franchement, j'ai rien à dire. J'ai été super, super bien aidée, super, vachement accompagnée. Je suis tombée sur de bonnes personnes, notamment une sage-femme qui m'a aidée dans les débuts. Elle venait à la maison pour vérifier si tout se passait bien parce que je voulais allaiter et l'allaitement se passait pas bien pour moi. Et du coup, elle m'a réconfortée dans la décision d'arrêter d'allaiter. Chose qui est assez rare parce que j'ai discuté avec pas mal de mamans qui m'ont dit qu'en fait, il y avait cette pression qui était mise par beaucoup de sages-femmes pour continuer l'allaitement. Et aussi par beaucoup d'autres mamans, j'ai reçu des critiques, mais franchement, je ne pensais pas. Oh là Quand j'ai là! décidé d'arrêter d'allaiter, mais des femmes qui me disaient mais quoi? Mais c'est tellement égoïste, tu fais du Ah, mal à ton enfant presque. Mais j'étais là, mais ça tellement n'a rien à ridicule. voir. Un postpartum et enfin tu sais à quel point c'est difficile et émotionnellement c'est compliqué. Euh, Essaye d'être dans la bienveillance, tu Non, mais vois. c'est clair. Tu vas pas commencer à être dans le jugement et enfin bref, j'ai trouvé ça quand même complètement lunaire. Mais bon, écoute, moi j'ai C'est de toute façon ridicule. une forte personnalité, donc je les ai envoyés bouler et puis C'est bien, j'ai fait c'est bien. ce qui était le mieux pour moi et pour mon fils, parce qu'au final,
allaiter alors que tu es en stress, que tu es en larmes, parce que j'avais très très mal, donc j'étais en larmes à chaque allaitement, j'appréhendais chaque allaitement, sachant que j'allaitais toutes les 2 heures, tu vois, donc voilà, c'était très stressant. Je ne dormais pas, j'étais épuisée, personne ne pouvait m'aider, tu vois, parce que je Bien pouvais sûr. pas, ils pouvaient pas donner un biberon pendant que moi je dormais, ça se passait pas comme ça. Donc la sage-femme en fait m'a fait comprendre que vaut mieux donner un biberon de manière sereine plutôt que d'allaiter étant stressée. Et en fait, parce que tu transmets ton stress et ton anxiété à ton bébé quand tu l'allaites. Mais complètement, mais Non. complètement et même si, donc les femmes qui ont fait des commentaires, complètement nazes par rapport à ça là, elles peuvent je comprends, hein, je suis tolérante, on peut penser ce qu'on veut, mais elles sont pas obligées de te le dire et de te faire Non, part mais de c'est ça. ce type de critique quoi, c'est enfin, Bah, c'est ça. garde-les pour toi en fait. Exactement, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Tu as le droit à tes convictions, à penser ce que tu veux, à ton opinion. Mais par contre, tu te les gardes pour toi. Ouais, Tu les partages pas et t'essayes pas en fait de faire du mal à quelqu'un parce que en vrai, c'est faire du mal à la personne qui prend mais tout cette à fait. décision parce qu'elle culpabilise. Et puis on le sait quand on est maman que être maman en fait, c'est culpabiliser tout le temps. Ouais. Et si en plus de ça, tu as d'autres mamans à côté qui elles le vivent et qui en plus de ça te font culpabiliser davantage, bah non, c'est pas cool. Mais tout à fait et moi, tu vois, j'étais tombée, pour faire un parallèle avec mon expérience très rapide, j'étais tombée sur une sage-femme qui était, vraiment géniale, Ouais. mais pour le coup, qui m'a vraiment fait déculpabiliser totalement. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit: «J'ai aucun programme, pas du tout, je n'ai pas du tout envie d'allaiter, j'ai pas le projet d'allaiter, je n'ai pas j'en ressens pas l'envie, j'en ressens pas le besoin, je sens que c'est pas pour moi, quoi». Et elle m'a dit: «Mais il y a aucun problème, on s'en fout, l'essentiel c'est que ton bébé, il soit bien». Elle m'a dit: «De toute façon, si tu sens que tu n'as pas envie, que tu as pas ce truc-là en toi pour allaiter, ça se passera mal, ton bébé sera mal, tout le monde sera mal». Exactement. Voilà, donc autant Faut être faire qu'on serein en fait dans ses choix ouais, et si tu le fais parce que on t'a mis la pression pour le faire, ça va mal se passer. exactement, exactement. Donc aujourd'hui, tu es donc maman d'un petit bout magnifique, tu es influenceuse à ton compte et tu es aussi cofondatrice de ce projet Hide Pizza qui est quand même improbable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et d'où est venue l'idée, le concept? Alors, Hyde Pizza, c'est un food truck de pizza napolitaine. Donc, c'est pas le food truck qu'on pourrait imaginer, tu vois, le food truck tout pourri, blanc, sans aucune déco, tu vois, en bord de route. C'est pas du tout ça. C'est un joli food truck, bien décoré, élégant, classe, tout ce qu'on veut. Très Instagrammable. Qui fait des pizzas napolitaines avec des chefs formés dans la matière. Et en fait, je suis associée donc à mon mari et à deux de nos amis, Jean et Sandra, qui eux sont restaurateurs et qui ont un super restaurant à Luxembourgville. Et en fait, tout a démarré quand avec Steph, Jean et Sandra, on a voulu ouvrir un business ensemble parce en fait, on a une entente incroyable tous les quatre. Et comme on a tous des compétences totalement différentes, il y a cette cohésion de groupe où on se complète tous, tu vois. Donc on voulait ouvrir un commerce ensemble et on s'est dit, bah, on va ouvrir un restaurant étant donné que eux sont restaurateurs. Et on voulait ouvrir un restaurant qui proposait des pizzas napolitaines, des antipasti, des plats italiens au Luxembourg. Et en fait, le Covid a frappé. Et on s'est dit, bon, on va changer d'idée. Et heureusement, en plus, on était en visite de restaurant pour acheter un fonds de commerce. On était pour parler avec la banque. Et heureusement que ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que sinon, on aurait racheté un fonds de commerce, on aurait eu un loyer alors qu'on n'aurait même pas encore été opérationnel. Ouais, Donc, ouais, ça nous aurait mis un gros coup, mais heureusement, on a eu de la chance au niveau du timing. Et donc, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on pourrait quand même ouvrir notre business sans que ce soit un restaurant et on s'est reporté sur un food truck. Parce que le food truck, même si on va toucher du bois, ce qu'on a vécu les 2 dernières années ne se reproduiront pas si ça se reproduit, au moins le food truck pourra continuer à être ouvert, quoi, tu vois. tout à fait, très bon choix. Et en plus, c'est tellement en vogue, ce type de concept. Mais c'est clair, mais franchement, je suis agréablement surprise du succès qu'on a et de toutes les demandes en fait de privatisation qu'on a. Ah, mais C'est oui! dingue, bah oui, parce qu'en fait, nous, donc on a des spots tous les jours de la semaine, quasiment, tu vois. On est sur un spot différent par jour, par service, midi ou soir, tu vois. On tourne, on change, on est dans des endroits différents au Luxembourg. Mais aussi, nous, le but, la raison pour laquelle
on a créé un food truck qui a ce look et qui peut proposer ces prestations-là, c'était pour faire des événements privés. Et Donc, oui. des after-work, tu vois, des événements de société, mais aussi pour les privés, pour des anniversaires, pour des mariages, pour plein de choses. Et là, c'est ce qu'on fait en ce moment, mais c'est impressionnant. Tous les jours, on reçoit au moins 3-4 demandes Ah de ouais, d'accord. privatisation. C'est fou. C'est Et génial. ouais, c'est génial. Et donc, on a très envie de continuer à développer le projet. Voilà, on a aussi un restaurant qui ouvre cet été Génial. dans une Eh ben, commune, ouais, dans une commune qui va proposer autre chose. Ça sera pas pour des pizzas napolitaines. C'est tout un concept en fait autour du cyclisme au Luxembourg et on le fait avec la commune en fait, main dans la main avec une des mairies du Luxembourg, trop bien. ce qui est un projet hyper intéressant. Donc voilà, donc on a plein d'ambitions, en fait, plein de choses qu'on a envie de faire. Et quand je dis on, c'est avec Steph et nos associés parce que ça se passe tellement bien qu'on a envie de continuer à développer ces choses ensemble. Euh, voilà. Génial. Et donc, c'est justement une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as d'autres projets? Parce que du coup, tu as quand même pas mal d'activités, pas mal de choses que tu fais. J'ai l'impression que tu aimes ça en plus, hein, cette vie, et je te comprends à 1000 Ouais. pleine de projets. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as en tête? Écoute, j'ai plein de choses en tête, mais j'ai pas forcément le temps. Eh oui, eh oui. Non, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire et que j'aimerais développer et que j'aimerais entreprendre. Mais après, le truc, c'est qu'on peut pas aller plus vite que la musique. Là, il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer, tu vois. Notamment Hyde, il faut que qu'on continue à le développer. Le restaurant qui ouvre, ma vie, enfin mon métier d'influenceuse sur Instagram, qui est un métier à temps plein, Oui. qui me demande énormément de temps, tu vois, dans mes journées. Et puis un enfant aussi. Du coup, là, j'en reste à cela. Et une fois que le food truck et le restaurant seront bien lancés avec des équipes solides, je verrai pour développer mes autres projets que j'aimerais développer. Et est-ce que tu gardes dans un coin de ta tête, l'idée de faire un truc autour de la psychologie, sophrologie et cetera, ou pas du tout? Non, franchement, Pas du tout, pour être OK. tout à fait honnête, non. Alors, je vois pas. En fait, le truc, c'est que j'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais faire autour de ça. Tu vois. Ouais, Surtout que ça fait tellement longtemps que je pratique plus du tout. Il faudrait que je me remette dedans et j'ai pas le temps de réouvrir mes bouquins et de mettre là-dedans. Non, franchement, dans le monde dans lequel je vis et j'évolue, euh, à part à titre personnel, y a pas la place pour une pratique comme celle-là. et c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs, parce que nous, les locomotives, donc on parle beaucoup de développement personnel, c'est un peu le concept de oser créer une vie qui nous ressemble et cetera. Est-ce que toi, du coup, à titre personnel, tu travailles un peu sur toi? Ah, tout à fait. Ah oui, oui, complètement, constamment. Je suis constamment en introspection. Génial. Toute seule? Comment? Toute seule? Oui, toute seule. Bravo, Toute pas seule, évident. ouais. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que ma formation en sophrologie, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Eh oui, Parce bien que sûr, forcément, quand on suit une formation en sophrologie, bah, son premier patient, c'est soi-même. tout à fait. Et la sophrologie, je l'ai découverte aussi bah, par cette psychothérapeute dont je parlais tout à l'heure, mais parce qu'en fait, j'en avais besoin. Je traversais une période difficile dans ma vie où je me cherchais beaucoup, où il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, dans ma famille, où j'étais complètement larguée et je ne savais pas comment gérer certaines choses. Et du coup, c'est grâce à la sophrologie que j'ai réussi à prendre conscience de certaines choses et à lâcher prise de beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est surtout le lâcher prise qui est difficile à obtenir. Euh, et c'est surtout là-dessus. Et forcément, même si on a fait des études dans ce domaine, bah, on n'est pas tout le temps à 100%. Donc parfois, il faut que je fasse des pauses et que je prenne du recul, en fait, tu vois, sur ma vie, sur les choses que je fais. Parce que le truc, c'est que surtout quand on a une vie assez speed comme la mienne, où il se passe énormément de choses, on se perd vite, en fait, dans cette, comment dire, dans cette Frénésie. machine à laver, tu vois. Et du coup, il faut parfois faire une pause, prendre du recul et prendre un peu de temps pour soi et faire une légère introspection et remettre en place un petit peu ses priorités aussi. Complètement,
Complètement. Et c'est génial de voir qu'il y a autant de personnes qui travaillent là-dessus. D'ailleurs, aux US, les nanas, elles ont quasiment toutes des coachs. Ah ouais, complètement, C'est mais un c'est truc de fou. hyper répandu. Mais c'est Ici, génial. ça commence à l'être davantage, je trouve, en Oui, Europe. complètement. Mais elles ont tout compris. Moi, je pars du principe qu'on devrait tous avoir un coach, un psy. C'est tellement, tellement, tellement bénéfique de se faire aider, de travailler sur soi. Toi, tu as C'est fait clair. des études là-dedans, donc forcément, ça te parle. Mais, euh, mais ouais, En fait, c'est primordial. tu peux que te porter mieux et mieux évoluer dans ta vie, dans ton business, dans ta vie sentimentale, personnelle, dans tes relations humaines, quand tu travailles sur toi-même. Exactement. Parce qu'il y a des choses en fait qui ont besoin de sortir, qu'il faut évacuer. Il faut se rendre compte aussi de certaines choses, de pourquoi on réagit, pourquoi on ressent certaines choses aussi, à quel moment. Et ça, c'est hyper important de savoir gérer ses sentiments parce qu'après, tu vois, c'est ce que j'ai appris très tôt en sophrologie. C'est que en fait, tu es maître de tes propres émotions, tu es maître de ton bonheur. Tout Et à c'est fait. pas quelqu'un ni quelque chose qui va te rendre heureux, tu vois, au sens propre. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses dans ton environnement qui vont te rendre heureuse, tu vois, ou heureux. Moi, forcément, mon fils, mon mari, mon entourage, ma vie, tu vois, comment je gagne ma vie financièrement, etc. C'est sûr que ça aide beaucoup. Mais si dans ta tête, t'es pas sain, eh ben, tu peux avoir tout ça, mais quand même être malheureux. Parce que ta perspective et ta perception des choses ne sera pas la Mais bonne. pas la même. Et du coup, c'est seulement en travaillant sur soi et en se rendant compte de ça que tu peux être vraiment heureux. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on dit que 90% de ton bonheur provient de toi, de ton état d'esprit, et Complètement. seulement 10% des circonstances externes. Exactement. Bah, c'est exactement ça. Voilà, donc ça résume bien. Merci beaucoup Jade pour toutes tes réponses à mes questions, pour ta sincérité, ta transparence, c'était hyper cool. On a 2 questions dans le podcast qui sont des questions rituelles, à chaque fin de témoignage. Et donc la première, c'est un petit peu lié, à ça, c'est est-ce que tu as un mantra dans la vie ou une philosophie de vie? Toujours voir les choses du bon côté. Efficace, Ouais. rapide, parfait. Et la dernière question, c'était quoi ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, c'était d'être vétérinaire. OK. Chose d'ailleurs que j'avais entamé aussi, j'ai oublié de le dire, avant la sophrologie, avant la psychologie. J'avais fait des stages vétérinaires et c'est quelque chose que je voulais faire. J'avais même fait des applications universitaires pour être vétérinaire, mais j'ai préféré me tourner vers tout ce qui était être humain. Eh ben écoute, Voilà. c'est très bien, parfait. Merci beaucoup Jade, je te souhaite plein de succès, plein de bonheur, une très belle continuation. Merci beaucoup, merci à toi. C'était super sympa d'échanger avec toi sur ce podcast. Et puis, belle continuation, bien de succès, beaucoup de succès et beaucoup de bonheur à toi aussi. Merci Jade, salut. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!